Au sommaire de cette édition, fin des travaux de la réunion ministérielle de solidarité pour le développement industriel de la Guinée. Au Palais du Peuple s'est tenu ce matin le premier congrès constitutif de l'Association des pharmaciens de Guinée. Tenu à Fria du 27 au 30 décembre prochain d'une foire exposition agropastorale et artisanale. En Afrique, renouvellement de la convention de l'EME 4. 14 milliards de dollars vont être accordés aux pays ACP. Ailleurs, Andrei Sakharov, le prix Nobel de physique, est mort hier à Moscou. Élection présidentielle au Chili, le candidat démocrate chrétien va succéder au dictateur Augusto Pinochet. Mesdames et messieurs, c'était là les grands titres de ce journal. Le détail dans un instant. Fin ce matin à Conakry des travaux de la réunion ministérielle de solidarité pour le développement industriel de la Guinée. Cette réunion a été organisée conjointement par les ministères du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, du Plan et de la Coopération internationale avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. ONUDI, Demba Doumbouya. 42 des 50 projets proposés pendant cette réunion ont fait l'objet d'un examen détaillé en vue d'une éventuelle coopération quant à leur réalisation à court, moyen et long terme. La nature de la coopération et les modalités de suivi de chaque proposition de projet ont été clairement identifiées par les parties coopérantes. Les projets retenus concernent en majorité la petite et moyenne industrie et se rapportent à l'agroalimentaire, le bois, la chimie, la mécanique, la réparation et l'entretien. Par ailleurs, le transfert de connaissances et de technologies et la viabilisation des zones industrielles ont été des questions évoquées lors des travaux. À la cérémonie de clôture, le directeur général adjoint de l'ONUDI, M. Louis Alexandren, s'est félicité des résultats obtenus. L'ONUDI, quant à elle, se réjouit du bilan très satisfaisant de cette réunion. Elle est encouragée à poursuivre avec le gouvernement guinéen le suivi des décisions arrêtées par les partenaires. Cependant, nous voulons insister tout particulièrement sur la nécessité de mise en place d'un mécanisme de suivi tripartite, comprenant d'une part une structure nationale à désigner par le gouvernement, d'autre part chacun des pays invités pris individuellement ou collectivement et ayant souscrit des engagements avec le ou les opérateurs économiques guinéens, et enfin l'ONUDI. Ce mécanisme devra être souple et léger pour des interventions rapides et permettre une information réciproque des trois parties concernées sur l'état d'avancement des projets. En clôturant les travaux, le ministre de l'économie et des finances, M. Edouard Benjamin, a remercié l'ONUDI et tous les pays participants pour cette contribution de qualité à l'essor de l'industrie guinéenne. Le sérieux, l'assiduité et l'enthousiasme qui ont caractérisé vos séances de travail, ainsi que la qualité de la contribution de chacun d'entre vous, ont permis à la réunion d'aboutir à des résultats satisfaisants. Les conclusions et recommandations de votre rencontre augurent des relations de coopération palpables entre les pays, institutions et organisations que vous représentez ici et les opérateurs économiques guinéens. Pour les participants, cette réunion ministérielle de solidarité pour le développement industriel de la Guinée aura été un forum de coopération concrète, une réussite. La réunion qui se termine aujourd'hui ici est l'une des plus intéressantes du point de vue participation, du point de vue nature de discussions qui ont eu lieu, du point de vue numéro de projets discutés. Je dois dire aussi que j'étais vraiment impressionné par la détermination des promoteurs, des opérateurs guinéens, de tirer un profit total, si je peux ainsi dire, de cette rencontre. Un certain nombre de projets avaient été identifiés
Mais pendant toutes les discussions, nous avons continué à recevoir de nouveaux projets. Il y a même des projets qui sont nés de ces discussions bilatérales, qui n'étaient pas des projets programmés, listés, mis dans des fiches. C'est là donc la preuve que cette réunion a été une réunion excellente. Oui, je pense que la rencontre a été très fructueuse, surtout que pour nous qui sommes industriels ici, petits industriels guinéens, ça nous permet de faire une exposition et prouver que quand même en Guinée, on a des idées et il nous manque du matériel. Et je sors de cette réunion très satisfaite pour avoir présenté 2 projets qui ont été soutenus par la Chine. Nous avons le projet pilote, 8 projets pilotes à installer à l'intérieur du pays pour le traitement et le conditionnement des légumes, des fruits et autres produits. Ensuite, un institut sectoriel des femmes dans l'industrie. Et là, nous avons pu obtenir l'aval du Brésil et de l'ONUDI. Alors je vous assure que je n'ai aucun regret d'avoir participé à cette réunion. Approbation par le programme alimentaire mondial d'un projet d'appui au développement rural. Cet important projet, dont la durée est de 3 ans, porte sur un coût total de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars donc. Le projet a 2 composantes principales. La première vise à développer la production agricole afin d'accroître la sécurité alimentaire. La seconde vise l'amélioration des conditions de vie et de travail en zone rurale. Ces objectifs immédiats consistent, entre autres, à élargir et améliorer le réseau routier rural et à accroître les approvisionnements d'eau potable dans les campagnes. Au total, le programme alimentaire mondial va fournir 4500 tonnes de riz, 172 tonnes d'huile végétale et 460 tonnes de viande en boîte. Le premier congrès constitutif de l'Association des pharmaciens de Guinée s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Santé publique et de la Population. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. 230 pharmaciens ont pris part à ce premier congrès constitutif de l'association. Il s'agit pour cette association d'œuvrer à un meilleur progrès des pharmacies et des pharmaciens en République de Guinée. Pour cela, l'association entend dynamiser l'amitié et la solidarité entre ses membres, aiguiser la conscience professionnelle, renforcer la formation et défendre les intérêts des pharmaciens. C'est dire que cette association entend donner un visage nouveau à la profession. Ce matin, Dr Almami Silla, le président du bureau provisoire de l'association des pharmaciens, a défini les objectifs de la nouvelle institution. Il a, par la même occasion, déploré l'exercice illégal de la profession par des commerçants, l'absence d'un corps d'inspecteurs en pharmacie, la faible représentativité du secteur au niveau des centres de décision du ministère de la Santé et la subordination des pharmaciens au niveau des formations sanitaires. En pharmacien soucieux du bon exercice de la profession, Dr Mamadou Boybari a demandé aux congressistes d'entretenir une amitié et une solidarité réelle et d'éviter les contradictions, frein à la réussite de l'association. Pour cela, a-t-il indiqué, il faut honorer les statuts, travailler de manière à satisfaire les populations pour que désormais les médicaments leur soient accessibles. Et la grande majorité que vous consultez aujourd'hui, à 90%, c'est la jeunesse pharmaceutique, dynamique, radieuse, intelligente, dont l'avenir est tout à fait tourné vers le futur. Et à ce point de vue, je vous souhaite tous les succès possibles. C'est pour ça que je considère que ce congrès qui se tient actuellement, ce n'est pas le congrès des anciens pharmaciens, mais c'est le congrès de la jeune génération de pharmaciens. Vous devez vous en saisir pour absolument redorer le statut et la profession de la pharmacie, pour nous permettre d'avoir un nouveau départ. Le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Madibé Fofana, a salué l'initiative des pharmaciens de créer une association nationale et souligné que cette noble entreprise exige un esprit civique poussé. Le ministre de la Santé a qualifié par la même occasion de louable l'apport des pharmacies privées. Cependant,
Il a indiqué que les prix sont jugés élevés par les malades et qu'il faut chercher les moyens pour soulager les populations. En tout état de cause, l'association naissante des pharmaciens de Guinée va offrir un cadre adéquat de réflexion et de concertation autour des problèmes aussi complexes que variés de l'exercice de la profession dans le contexte actuel de notre pays. Je voudrais rappeler que le pharmacien est un agent de santé publique, artisanale et industrielle. Une manifestation initiée par les services techniques de la préfecture avec l'appui des ministères de l'Agriculture et des Ressources animales et de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. La foire est placée sous le parrainage du ministère des Travaux publics et des Transports. Reportage sur les préparatifs. Faire la promotion agro-pastorale et artisanale de la préfecture et développer les échanges économiques interrégionaux, tels sont les objectifs visés par cette foire exposition de Fria. Située au centre de la ville, sur une surface générale de 16 811 m², la foire de Fria s'ouvre à tous les promoteurs économiques du pays et aux sociétés étrangères. Ce qui signifie que la préfecture ne veut plus vivre de la seule usine d'alumine, mais voudrait attirer les PME. Car, comme l'a souligné le préfet, l'après-usine a déjà commencé. La foire de Fria doit pouvoir susciter l'intérêt des investisseurs pour d'autres réalisations économiques. Cette foire s'inscrit dans la restructuration de l'économie de notre préfecture que nous voulons maintenant fonder en dehors de l'usine sur deux éléments essentiels, le développement des PME et la promotion agro-pastorale. Déjà, bon nombre d'opérateurs ont payé leur fiche de participation et nous estimons qu'ils seront présents ici car leurs stands sont déjà réservés. Donc j'attends d'eux une participation massive. Les artisans de Fria sont déjà fin prêts pour la foire. On le sait, leur niveau technique et leur expérience dans les travaux de précision les rendent très compétitifs sur le plan national. meɗen holla fiite golle meɗen jokki ko paɗe ka ceinture ji ka sakuji fop fi golle komin holla kon meɗen continue meɗen gollude eno sakuji eno ceinture eno fof golle komin woni golde kon eno pet meɗen yirɗo men Fria ɗo e golleji amen ɗi komin holla kon si Allahu jaɓi annabijo muɗum Mouhamadou min hersata men golla e net. On compte au niveau de notre atelier préparer des belles paires de chaussures, des belles sacs, des belles ceintures au niveau de la préfecture pour participer à la foire. Au niveau de nous tous ici, chacun de nous doit présenter quelque chose. Parce que nous sommes mélangés. Il y a des coutures, il y en a qui font couture d'âme, hommes. Donc par contre, chaque citoyen doit porter son concours en présentant. Présentement, moi, Roger, je dois présenter une tenue. Le directeur général adjoint de la radio-télévision malienne a quitté ce matin Conakry. Pendant son séjour, M. Babadaga a eu des entretiens avec les responsables de la RTG. Ainsi, les radiodiffusions télévision guinéennes et maliennes ont décidé d'accroître leur coopération, notamment dans le domaine des échanges de programmes. Cérémonie de prestation de services de moniteurs en conduite automobile. C'était hier au siège du Cercle scientifique de Guinée. Ibrahim Silla. Après la publication d'ouvrages scientifiques et techniques, le Cercle scientifique de Guinée, CSG, une ONG nationale, entame aujourd'hui un autre volet de ses activités, à savoir la formation du public à la conduite automobile à travers son auto-école Kaloum. Première de notre pays depuis son indépendance, l'auto-école Kaloum a été ouverte cette année. En 8 mois d'activité, elle atteint des résultats déjà appréciables avec 103 postulants, dont 76 candidats formés. En raison de l'importance d'une auto-école dans le processus social et économique d'un pays, le formateur de l'auto-école Kaloum, après la période d'essai, doit prêter serment. Ce serment est l'expression de la conscience professionnelle qu'il devra véhiculer dans l'exercice de sa profession, qui du reste est noble. Noblesse qui s'exprime par le fait que
Un conducteur mal formé est un assassin dans la circulation routière. C'est pourquoi 4 moniteurs ont prêté serment hier en présence d'un notaire, en l'occurrence Maître Amimouké Yansane. Je jure solennellement de servir l'auto-école Kaloum avec dévouement, loyauté et honnêteté. Je le jure. Je jure solennellement devant les membres du comité. Espérons que ces moniteurs auront à jamais pour règle d'or: une auto-école sans bon moniteur est un myope sans lunettes. Car selon le président de la cérémonie, Dr Yamori Kondé, il est temps de mettre au volant des hommes formés sur la base d'une méthode scientifique comme celle de votre département technique dénommé Auto-École Kaloum. Aux moniteurs, je souhaite du courage et de la persévérance dans la difficile... de feu Karamoko Kourouma à Farana fut le point de départ de cet ambitieux programme. Il ne pouvait en être autrement puisque cet homme décédé à l'âge de 56 ans en juillet 1980 des suites d'un cancer du pancréas, en dépit des conditions austères de travail et des conditions d'existence précaires, s'est comporté en véritable précurseur de la recherche scientifique en Guinée. Pour preuve, la riche exposition présentée ce matin a révélé que sa curiosité intéressait tous les domaines de la science. Plus de 40 œuvres scientifiques, 903 espèces animales et végétales, parmi lesquelles on compte beaucoup de plantes médicinales déterminées dans nos 4 régions naturelles, sans compter un riche herbier de 4000 espèces, sont à l'actif du chercheur. Au nom de la famille du défunt, Dr Kaba Kourouma, médecin-chef du centre de transfusion sanguine de l'hôpital Ignace Dine, a remercié le CMRN pour la marque de sympathie à l'endroit de son père. Nous ne trouvons pas des mots qu'il faut pour exprimer avec toute la force que nous aurions souhaité nos sincères remerciements à l'endroit du CMRN et du gouvernement pour tant d'honneur et tant de sacrifices consentis pour rendre hommage à notre regretté père, époux, frère, oncle et ami Karamoko Kourouma. Pour le ministre de l'Éducation nationale, l'exemple de Karamoko Kourouma mérite d'être poursuivi par les chercheurs en herbe. C'est un véritable chantier et dans tous les domaines de la recherche que feu Karamoko Kourouma vous lègue. Quelle belle leçon pour vous, messieurs les chercheurs. Vous, chercheurs en herbe, qui trouverez sans doute chez Kourouma Karamoko à la fois un parfait exemple de courage, de persévérance dans l'abnégation et une source infinie d'inspiration pour une recherche toujours collée à nos réalités, à nos préoccupations et à notre environnement. Vous devez, pensons-nous, inscrire la valorisation et la vulgarisation de l'œuvre de cet homme immense. C'est pour vous, cadre de la Direction nationale de la recherche scientifique, un devoir impérieux afin d'indiquer aux décideurs les voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but. A noter que le symposium prendra fin demain par 2 exposés portant respectivement sur la contribution à l'étude écologique de la région du Mont-Nemba par le professeur Maxime Lamotte et le bilan et l'analyse des œuvres de feu Karamoko Kourouma par Dr Koumandian Doumbouya de la recherche scientifique, suivi de la proclamation des résultats du concours du prix Karamoko Kourouma. À Lomé, au Togo, renouvellement de la convention de Lomé 4, le plus important accord de coopération nord-sud, 14 milliards de dollars au pays ACP. L'Afrique soulagée quand on sait que la CEE se tourne de plus en plus vers l'Europe de l'Est. La communauté européenne précise toutefois qu'il ne s'agit pas là de soustraction mais d'addition. Tant mieux, les négociations s'achèvent donc dans une ambiance de fête. Suivez.
françaises ont donc débarqué aujourd'hui aux Comores officiellement pour prendre la relève de la GP, la fameuse garde présidentielle qui était jusqu'ici, on le sait, contrôlée par les mercenaires de Bob Denard. C'est une décision qui était intervenue au niveau politique directement de l'Élysée à la suite de la décision des mercenaires de quitter les Comores. La mission a été modifiée cette nuit et nous avons reçu un feu vert de l'Élysée pour partir, nous mettre en place sur la Grande Comore. Quelle est l'importance du dispositif mis en place? Vous avez vu partir d'ici 5 hélicoptères avec chacun 10 passagers, donc environ 50 personnels, qui sont des cadres chargés d'une mission d'assistance militaire et d'instruction, suivis de 2 transals qui transportent eux des parachutistes pour une mission très temporaire. C'est pour donner une aide à la circulation si nous avons besoin de cette aide aux Comores. Dès l'alerte donnée, les 7 appareils Transal transportant quelques 300 parachutistes ont quitté la base militaire de Mayotte à destination de la Grande Comore. Même opération pour les 5 hélicoptères de transport Puma qui stationnaient à Mayotte depuis dimanche. Notons aussi que les 4 navires de la flotte française dépêchés dans les eaux territoriales comoriennes ont reçu l'ordre de se positionner au large de Moroni. Parmi ces navires, le pétrolier ravitailleur La Marne, à bord duquel se trouve le général Dominique Pennacchioni, commandant supérieur des forces françaises de la zone sud de l'océan Indien. C'est lui qui dirige en personne le déploiement du dispositif militaire dans l'archipel des Comores. Un dispositif installé à la demande expresse du président par intérim de la République fédérale des Comores, en prévision notamment des élections présidentielles qui auront lieu le 14 janvier prochain. Vous avez compris qu'il s'agissait plutôt du départ des mercenaires de Bob Denard des Comores. Maintenant, vous allez suivre la convention de Lomé 4. Alors, excusez-nous, la convention de Lomé 4 ne passera pas. Maintenant, nous passons directement sur les éléments du monde. Andrei Sakharov, le soviétique, est mort hier à Moscou à l'âge de 68 ans. Le prix Nobel de physique, symbole de la dissidence en Union soviétique, souffre de maux de cœur. La vie de l'homme dans ce reportage. Seul, la figure de proue des scientifiques soviétiques, c'était lui. Homme de génie, professeur nimbus de la physique moderne, Sakharov explose d'inventivité alors qu'il n'a pas même 25 ans, ce qui lui vaut d'être mobilisé en pleine guerre dans une usine d'armement. Là, son ingéniosité, sa créativité, ses prouesses font sensation, à tel point que Staline l'inclut dans l'équipe ultra secrète des savants chargés de mettre au point la bombe atomique. Sakharov a 27 ans, les autres autour de 60. Là encore, le Jeunot triomphe. Le plus brillant des atomistes, c'est lui. Laurier, honneur, gloire, il reçoit les plus éminentes distinctions. L'étoile d'or de héros du travail socialiste 3 fois, le prix Staline et suprême récompense, l'entrée à la très sélecte et très privée Académie des sciences. À 32 ans, il en est le plus jeune membre, une fois de plus. Mais à peine a-t-il achevé la mise au point de la bombe H qu'il s'inquiète de l'arme apocalyptique qu'il vient d'inventer, de la course incontrôlable à l'armement nucléaire. Les remords le tenaillent, son combat politique commence, et avec lui, la descente aux enfers. Car Sakharov aurait pu se contenter d'être un scientifique couronné de succès et un citoyen privilégié dans la société soviétique. Il n'en saura rien. Le père de la bombe H se transforme en militant qui prend tout d'abord fait et cause pour la défense des droits de l'homme. En 1961, Nikita Khrouchtchev se fâche et déclare que les savants s'occupent de la science, la politique, c'est mon affaire. Cette phrase aurait pu faire taire le physicien. Là encore, il n'en saura rien, bien au contraire. Et lorsque Léonid Brejnev prend le pouvoir, il est plus déterminé que jamais. En 1966, Sakharov écrit une lettre à Brejnev où il n'hésite pas à le mettre en garde face à ce qui semble être bel et bien un retour aux méthodes staliniennes. 2 ans plus tard, il dénonce la répression du printemps de Prague. En 1971, il épouse Elena Bonner. Ensemble, le couple devient le symbole de la contestation. Sakharov et son épouse dirigent activement le comité de défense des droits de l'homme. Sakharov se voit attribuer en 1975 le prix Nobel de la paix. Il ne sera pas autorisé à se rendre à Stockholm pour recevoir sa récompense. Mais pour Sakharov, le Nobel est un encouragement. Il poursuit sa lutte politique, la lutte d'un dissident hors pair. Le 22 janvier 1980, privé de tous ses titres et récompenses, il est assigné à résidence à Gorky, cité interdite aux étrangers. Il continue à dénoncer le goulag, multiplie les grèves de la faim et lance des appels à l'Occident.
En 86, c'est Gorbatchev qui l'autorise à revenir à Moscou plus d'1 an après son accession au pouvoir. Tandis que le couple retrouve progressivement une vie normale, Sakharov est réhabilité par la perestroïka et la glasnost dont il est partisan. Il est rétabli dans tous ses droits à l'Académie des sciences et malgré le refus de cette même académie, il devient député à la nouvelle assemblée, le Congrès des députés du peuple. Mais cet inlassable défenseur des droits de l'homme ne se laisse pas griser. Il ne ménage pas ses critiques à la politique de Gorbatchev et dénonce avec violence la lenteur des réformes. Une lenteur qui, selon lui, mène le pays à la catastrophe. Piètre orateur, il avait pourtant conquis l'opinion publique. C'était le plus populaire des députés, selon un sondage fait en octobre. Son dernier combat, l'abandon du monopole du Parti communiste en Union soviétique, le fameux article 6. Aujourd'hui, l'académicien comptait prendre la parole devant le Congrès pour défendre le multipartisme en Union soviétique. Ses derniers mots, avant d'être terrassés par une crise cardiaque, ont été « Il y aura un dur combat demain ». Je vous signale que ces images sont en noir et blanc. Élection présidentielle au Chili, le candidat démocrate chrétien a remporté le premier tour avec plus de 55% des voix. C'est donc Patricio Aylwin qui succédera le 11 mars prochain au dictateur Augusto Pinochet. Suivez. Soir, le dépouillement dans un bureau de vote. Santiago commence à y croire. Partout, Patricio Aylwin arrive en tête avec plus de 50% des voix. À partir de demain, la démocratie est de retour au Chili après 16 ans d'obscurantisme et de dictature. 22 heures, il n'y a plus de doute. Des milliers de personnes sont réunies sur l'Alameda, la grande avenue de Santiago, pour célébrer le départ du pouvoir du général Pinochet et la victoire de leur candidat, Patricio Aylwin, le nouveau président du Chili. L'homme que tout le monde réclame apparaît à la tribune en compagnie de son épouse. Il vient d'être officiellement proclamé vainqueur des élections avec 55% des voix. Je suis heureuse avec le retour de la démocratie. Moi je suis plus que content. Rendez-vous compte, toute une vie sans pouvoir voter et maintenant, il faudra pourtant attendre encore 3 mois avant que ces élections ne prennent effet. Ce n'est qu'au mois de mars que Patricio Aylwin sera officiellement investi, que les véritables problèmes commenceront. Mais hier soir, Santiago dansait pour dire sa liberté retrouvée. Il faut noter que cette élection ne signifie pas pour autant le retour immédiat de la démocratie dans le pays, car Pinochet reste le chef d'état-major des forces armées chiliennes pour 8 ans. Une expérience spectaculaire des savants, la préparation de la main d'une momie. Pour cela, on a choisi la voie de la réhydratation des tissus et muscles, tout liquide ayant été retiré du corps il y a 3000 ans par la momification. Si on arrive un jour à préparer de la sorte une momie entière, on pourra se faire une meilleure image des pharaons, vénérés comme des divinités. Suivez. La main d'une momie égyptienne vieille de plus de 3000 ans. Des savants de l'université de Tübingen en Allemagne fédérale ont réussi une expérience spectaculaire, la réhydratation de la main d'une momie. Dans une solution chimique, le tissu asséché par la momification reprend pour ainsi dire la vie. Ce processus a lieu en quelques minutes seulement. Des nuages d'huile végétale se détachent de même que des hydrocarbures. Le diagnostic est fait au bout de 10 jours, groupe sanguin A. On dirait que cette personne vient seulement de mourir. Les savants ont même réussi à isoler un chromosome. Cette personne a vécu environ 35 ans. La preuve, la teneur en strontium des os. Le pouce souffrait d'une arthrose et c'est ici que la main a probablement été coupée. Un accident, la guerre, on ne le saura jamais. Phase décisive de l'expérience, la main est sortie de la solution chimique et entourée de paraffine que retient l'humidité. Grande sensation pour les savants. Tous les muscles sont à nouveau élastiques. Les os ne se cassent plus.
Ici, nous voyons une profonde coupure dans la peau et un carpe découpé, des signes de violence. Maintenant, la peau est à nouveau souple et élastique et même les phalanges peuvent être bougées. Le volume du tissu a augmenté d'un tiers. Ce nouveau procédé de réhydratation permettra peut-être aux savants de découvrir des maladies héréditaires chez les Égyptiens de l'Antiquité ou même des parentés non encore éclaircies. Quelques jours plus tard, la peau s'est éclaircie. Expérience réussie. Nous écoutons un savant. Il est possible éventuellement de reconstruire un jour la tête ou le corps d'un Égyptien de l'Antiquité. Nous ne voulons pas créer des monstres, mais découvrir la vérité. Grâce à cette découverte, nous pourrons éventuellement nous faire un jour une meilleure image des pharaons vénérés comme des divinités. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Prochaines informations à 23h15 dans RTG Express. Merci de l'attention. Bonsoir.